Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons à présent de la République démocratique du Congo. Joute verbale entre Joseph Kabila et l'UDPS au pouvoir. L'ex-président congolais Joseph Kabila a pris la parole vendredi lors d'un direct sur YouTube. Durant 45 minutes environ, l'ancien président congolais est revenu sur la situation de son pays, la levée de son immunité et la prochaine étape qui sera sa comparution devant la justice. Pour lui, il s'agit tout simplement d'une dictature. Le pays traverse un moment de crise et pour l'avenir, il a besoin de parler. Il s'est prononcé, il a donné sa version des faits. Un direct YouTube largement relayé sur les réseaux sociaux et qui n'a pas manqué de trouver des répondants au niveau du pouvoir. L'UDPS a également réagi, estimant que l'ex-président Joseph Kabila aurait dû se taire sur cette affaire. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Daïmou Bodi. L'ex-président Joseph Kabila n'a plus d'immunité. Normalement, il doit faire face à la justice maintenant pour répondre des faits qui lui sont reprochés: haute trahison, crime de guerre, crime contre l'humanité, collusion avec le groupe rebelle M23. Il a insisté d'ailleurs dans ce message qu'il qualifie d'adresse à la nation. Il a insisté qu'il reviendrait, qui sera à Goma. Et ce dimanche, le groupe rebelle M23 a annoncé justement que l'ancien président est dans la capitale du Nord, Kivu. Alors, comment apprécier que dans une telle affaire, la justice ou le gouvernement... plutôt la justice décide de saisir le Sénat. Le Sénat lève l'immunité de l'ancien président. L'ancien président donne sa version des faits. Le parti au pouvoir aussi répond. Et que finalement, on se retrouve dans une certaine logique de bras de fer entre le parti au pouvoir et l'ex-parti au pouvoir, le parti, ou du moins l'ex-président Joseph Kabila, puisque son parti est officiellement dissous. Oui, et voilà, je pense que les relations entre Joseph Kabila et Tshisekedi ont commencé à se détériorer depuis un bon moment. Cette situation était prévisible. Vous savez, depuis... la fin de leur coalition, le FAC, je pense c'est le nom, qui a été dissous, on voyait quand même déjà les prémices de ce qui devrait arriver. Et malheureusement, ils n'ont pas réussi à trouver un terrain d'entente, ce qui n'est pas bien. Déjà, quand on connaît la situation que traverse le Congo depuis un moment avec ce qui se passe au nord Kivu et tout, c'est quand même déplorable que les acteurs politiques n'arrivent pas à s'entendre, notamment entre un ancien président ou bien un ancien gouvernement et un gouvernement actuel. C'est déplorable. Il faut quand même à un moment donné voir la situation du pays et mettre l'intérêt de la nation au devant des choses. Et bon voilà, le Sénat a été saisi, l'immunité parlementaire de l'ancien président a été levée. Est-ce que c'est une bonne chose? Voilà, aujourd'hui en Afrique, nous avons quand même ce genre de situation où rapidement, lorsque le gouvernement veut persécuter un opposant qui peut-être jouit d'une immunité, étant donné que le gouvernement jouit d'une majorité parlementaire et le gouvernement arrive facilement à lever cette immunité. Je pense que les parlementaires devraient quand même jouir de cette autonomie qui leur permette de réfléchir et de travailler, même s'il s'agissait d'un opposant. Est-ce que cette immunité valait la peine d'être levée? Voilà, c'est des questions qu'il faut se poser. Bon, après, nous savons que ça fait partie des jeux politiques où Joseph Kabila a envie de revenir, en tout cas a envie de remettre son parti dans une très bonne position. Et le parti a été dissous. Le parti a été... Que le parti reprenne vie après. Voilà, c'est peut-être cette dissolution aussi qui a été le goutte qui a débordé le vase, mais néanmoins, Joseph Tshisekedi savait que Kabila est une force et il peut à tout moment mettre en mal son gouvernement. C'est des jeux politiques et on espère vivement que cette situation ne va pas s'envenimer parce que le Congo est un pays fragile, très très fragile d'ailleurs, parce qu'à tout moment ça peut s'enflammer. Alors, Gabin Djabo, Joseph Kabila a pris la parole se prononçant sur la situation. Pour lui, le système judiciaire est quasiment manipulé par le gouvernement. Le procès dans lequel il risque de s'engager ne sera pas à son avantage, à l'en croire, puisque la justice serait
partiale prendrait déjà position pour l'accusation. Son immunité parlementaire a été levée. Pour lui, il fallait qu'il réagisse puisque la démocratie congolaise est en recul. Eh bien, est-ce qu'il y a eu une fois de la démocratie au Congo? Je me pose la question. Même sous lui, de 2001 à 2019, lui qui a fait 18 ans à la tête du Congo, est-ce que sous lui, il y a eu véritablement de la démocratie? C'était par négociation qu'il a accepté de quitter le pouvoir. Donc, ça veut dire que... Il n'est pas allé aux élections. Bon, il n'est pas allé aux élections, mais le Congo ne lui appartient pas. La constitution est claire, tu viens, tu fais un certain nombre de mandats et puis tu pars. Mais Joseph Kabila, il a fait 18 ans à la tête du Congo. Ça veut dire qu'il a eu un certain nombre de manœuvres pour pouvoir permettre à ce que ce pays-là soit sur de bons rails. Mais sous lui, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées, les rapports sont là. Il y a eu véritablement des assassinats, même des gens de l'ONU, des organisations internationales, des docteurs et autres, là, des populations qui ont été assassinées. Donc, lui ne peut pas se mettre aujourd'hui dans la veste d'un donneur de leçons. C'est pas possible. Si Joseph Kabila aujourd'hui est dans cette situation, je vais le dire, il aura voulu tout simplement. Et tout ce qu'il a eu à faire depuis le début de cette crise, notamment après la deuxième élection de Félix Tshisekedi Tshilombo à la tête de la RDC, ça prouve à suffisance que Joseph Kabila, tout ce qui l'intéresse, c'est de pouvoir revenir au premier plan de la sphère politique congolaise. Et moi, c'est tout ce que j'ai constaté, parce que c'était quelqu'un qui ne s'est jamais prononcé pour demander l'arrêt des hostilités, qui ne s'est jamais prononcé pour demander l'arrêt des brimades de la population par les rebelles. Tout ce qu'il a eu à faire à chaque moment qu'il intervient, c'est d'accuser le pouvoir en place, que c'est le pouvoir en place qui permet à ce que ces rebelles-là aujourd'hui prennent possession de l'Est du Congo et de brimer la population sans pour autant compatir à la souffrance des Congolais. Donc moi aujourd'hui, si son immunité a été levée, moi je suis juste pour. Il va falloir qu'il vienne répondre de ce qu'il a eu à faire. Et puis s'il est innocenté, il n'y a pas de problème. Mais actuellement, on a besoin des éclaircissements par rapport à cette déclaration. Si aujourd'hui, quelqu'un qui a occupé la plus haute fonction quand même de la République congolaise vient dire que non, moi je vais passer par le Goma. Or, on sait très bien aujourd'hui, et c'est le M23 qui a annoncé même qu'il est à Goma actuellement. Donc ça pose problème. Comment tu peux t'allier, quelqu'un qui a eu à occuper une si haute fonction, tu peux t'allier avec les rebelles et que dans les normes, s'il n'était pas un allié, s'il n'était pas un allié de l'FCM 23, il ne peut pas se rendre à Goma aujourd'hui. C'est comme Félix Tshisekedi, est-ce qu'il peut se rendre à Goma? C'est impossible, on va l'arrêter. Mais lui, il peut se permettre de marcher pieds nus même à Goma et puis il n'y aura rien. Donc ça veut dire qu'il y a des choses en sourdine qu'il a fait. Bien, c'est un soutien fort quand même de ce groupe rebelle-là. Aujourd'hui, il faut éclaircir quand même la situation. C'est vrai, beaucoup disent que non, son arrestation ne va pas régler le problème. Mais la vie des Congolais est très importante. C'est très important, d'autant plus qu'il y a eu des milliers de morts dans cette affaire. Et la vie de Joseph Kabila n'est pas plus importante que la vie de ces Congolais-là qui ont succombé à des balles. Alors, donc, à un moment donné, tout ce qu'il a eu à raconter, moi je l'ai suivi sur YouTube, sincèrement, moi je me suis posé beaucoup de questions. Aujourd'hui, il dit que non, parce que son immunité a été levée. Le Parlement qui était entre-temps le centre de la démocratie, aujourd'hui est devenu un centre ou bien une chambre d'enregistrement d'un seul homme. Et il a eu à énumérer un certain nombre de points pour pouvoir faire ramener la paix. J'espère qu'on va revenir là-dessus. Je vais citer quand même ces points-là. Il dit, premièrement, il faut mettre fin à la tyrannie et à la dictature. Je me pose la question de savoir de quelle tyrannie et de quelle dictature il parle. Parce que Félix Tshisekedi, il a été élu dernièrement et il ne fait que son deuxième mandat. Encore qu'on ne sait pas si la constitution pourrait être modifiée, parce que c'est quand Félix Tshisekedi a voulu modifier cette constitution-là que ces groupes rebelles ont commencé leur manœuvre. Donc je ne suis plus sûr que c'est d'actualité. Et il faut laisser Félix Tshisekedi conduire son mandat jusqu'à terme, si tant est qu'on a envie que le pays se développe et qu'on veut que le pays soit sur la voie démocratique. Parce que ce sont les élections qui prouvent que il y a une certaine démocratie. Si Félix Tshisekedi finit son mandat, alors les leaders politiques pourront encore se positionner pour les prochaines élections. On verra qui sera élu. Maintenant, deuxième position, il dit arrêter la guerre par l'ouverture d'un dialogue. Mais
les chefs d'État, l'Union africaine, ils ont tout fait pour que les différentes parties en conflit puissent s'asseoir autour d'une table et puis arrivent quand même à discuter et arrêter ce conflit-là. Mais pendant qu'on appelait ces leaders-là à s'asseoir autour d'une table, qu'est-ce que lui, Joseph Kabila, lui a fait? Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Plutôt, il accusait le gouvernement en place et puis les groupes rebelles avaient le vent en poupe. Son acolyte Corneille Nangaa, il avait dit que le seul objectif, c'est de faire en sorte que Félix Tshisekedi quitte le pouvoir par les armes. Et en troisième position, il dit rétablir l'autorité de l'État. Qui a mis l'autorité de l'État en berne? C'est lui. C'est lui. Depuis qu'il a été au pouvoir, même avant lui, son père, c'était le chef des rebelles. C'est lui qui, la première fois, a amené les groupes rebelles au Congo, même si on n'aimait pas trop Mobutu. Celui-là qui a amené les rebelles à RDC, c'est Laurent Désiré Kabila, le père de Joseph Kabila. Et après lui, c'est lui, Joseph Kabila, qui a pris le trône. Vous voyez un peu? Donc, c'est compte tenu d'une accointance de Joseph Kabila avec ces groupes rebelles-là, que sous son mandat, il n'y a pas eu tellement d'attaques. Maintenant que lui, il est parti et qu'il veut revenir, et surtout que l'accord entre lui et l'UDPS ne fonctionne plus, alors il veut rendre le pays instable. Et il a aussi dit d'autres points, rétablir les libertés fondamentales et autres. Donc, on va y revenir. On reviendra tout à l'heure sur les abus aussi qu'il a dénoncés, puisque là, vous ne les avez pas cités. Oui, bon, il y a plein. Au moins, c'est 12 points. Les abus qu'il a dénoncés aussi. Mais bien avant, est-ce que Joseph Kabila lui-même n'offre pas aussi l'opportunité de porter des griefs contre lui? Quand on connaît un peu la situation de l'Est congolais, avec le Nord Kivu, Goma, qui est aux mains des rebelles et qu'il annonce qu'il viendra à Goma, son parti annonce qu'il est là, les rebelles annoncent qu'il est là, et qu'il est sur le territoire libéré d'ailleurs. C'est comme ça que les rebelles appellent cette zone-là qui est sous leur contrôle. Est-ce que cela ne renforce pas la suspicion de collision entre Joseph Kabila et les groupes rebelles qui contrôlent cette partie de la RDC? Oui, effectivement, ça renforce les suspicions et les griefs portés contre lui. Mais comme je le dis, tout cela, c'est des jeux politiques. C'est-à-dire qu'il veut officiellement compliquer la situation à Félix Tshisekedi, pardon, en montrant aux yeux de tout le monde que voilà, tu n'arrives pas. C'est pour ça, dans son adresse, il disait qu'il veut restaurer l'autorité de l'État. Il veut prouver à tout le monde qu'il a échoué. Là où il a échoué, moi, j'ai réussi à aller. Parce qu'aujourd'hui, Tshisekedi ne peut pas se rendre à Goma, il ne peut pas s'y rendre. Voilà. Et donc, lui, il s'y rend. Il veut montrer à tout le monde que voilà, là où il n'a pas réussi, moi, j'ai réussi. Donc, c'est une façon pour lui de relever les faiblesses de Tshisekedi. Mais néanmoins, cela confirme les suspicions contre lui. Parce que voilà, tout le monde sait que aujourd'hui, Goma est pratiquement fermé à l'autorité de l'État. Et soit si toi tu t'y rends, c'est que forcément tu as des liaisons ou des accords secrets que tu as signés avec eux. Donc voilà, Tshisekedi sait désormais, ou bien il sait voilà que il a un adversaire de taille devant lui, et j'espère qu'il prendra les dispositions. Maintenant, le plus dur dans cette affaire, est-ce que la justice saura vraiment faire son travail? Est-ce que Kabila n'est pas condamné avant même l'ouverture du procès? C'est des questions que l'on devrait se poser. Bien sûr. En tout cas, on verra bien, et nous, on espère que la loi sera dite. Alors, Gabriel Adjao, je disais tout à l'heure que j'allais revenir sur certains éléments qu'il a dénoncés, surtout aspect sécuritaire. Pour lui, on a bradé la sécurité, on l'a mise aux mains des groupes, des milices et des groupes de soutien au gouvernement qui vont combattre sur le terrain, ce qui n'est pas normal. Au niveau militaire, c'est d'une certaine manière pas réellement ceux qui sont classiques, ont la qualification nécessaire justement pour faire ce combat qui le font. Il a fustigé aussi la justice dans son pays qui serait au bord du gouvernement. Plein de choses, plein de griefs que Joseph Kabila porte contre la gouvernance de Félix Tshisekedi. Et de l'autre côté, au niveau de l'UDPS, on estime tout simplement qu'il n'avait pas besoin de parler parce qu'il n'avait pas raison. Vous savez, un État, c'est la continuité. Tu ne peux pas
présider au destiné d'une nation pendant au moins 18 ans. Et puis par après, venir accuser quelqu'un qui vient à peine de faire 5 ans, 6 ans à la tête du pays. Ce n'est pas du tout normal. Quand il parle de milices aujourd'hui qui combattent aux côtés des FARDC, ben, c'est parce que les FARDC ne sont pas assez fortes pour pouvoir combattre sur le terrain. Et il faut les renforcer. N'est-ce pas? On ne peut pas former aussi des militaires. Du gouvernement de le faire. Oui, c'est la responsabilité du gouvernement, mais peut-être... armées qui soutiennent aller sur le front, est-ce que ce n'est pas dangereux? Que ce soit en France ou bien aux États-Unis, il y a même des légions qui combattent parfois aux côtés des forces régulières. Ça existe un peu partout. Si on ne peut pas former des militaires en un temps record, mais au moins que les gens qui sont quand même aguerris au métier des armes puissent aller sur le terrain. C'est aussi simple que ça. Ça ne veut pas dire que... C'est pour cela qu'il faut remplacer l'armée nationale par des mercenaires, comme, si je veux reprendre ces termes. Non, pas du tout. On ne remplace pas l'armée par les mercenaires. Les mercenaires combattent aux côtés de l'armée. Et c'est l'armée, ce sont les commandants autres là qui commandent quand même ces troupes. Ce sont des gens qui sont quand même intégrés dans ces troupes-là. En attendant, ça veut dire que l'État a quand même les yeux sur ces gens-là. Ils ne peuvent pas commettre d'autres exactions quand même sur la population. Et si Joseph Kabila, il dit ça aujourd'hui, ça veut dire que lui-même, il était militaire, non? Mais comment tu as été militaire, tu viens au pouvoir, pendant 18 ans, tu n'as pas su construire une armée assez forte et aguerrie, capable de protéger l'intégrité territoriale. C'est à lui le problème, premièrement. C'est à lui la faute. C'est lui qui a causé tout ça. Et aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il vient juste récolter les pots cassés. Maintenant, lui aussi, naïf qu'il a été en venant au pouvoir, ben, il n'a pas pris quand même la mesure des enjeux qu'il entendait. Il pensait que bon, le pays allait très bien, surtout qu'il est rentré en conflit avec Joseph Kabila. Il devait savoir que celui-là allait lui compliquer la vie et devait prendre toutes les mesures possibles. Maintenant, la querelle entre lui et entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila, ce sont les pauvres populations qui payent les prix. Ce sont les pauvres populations qu'on tue. Ce ne sont pas les enfants de Félix Tshisekedi et ce ne sont ni les enfants de Joseph Kabila qui paient le prix, ni même leur famille. Donc moi, je me dis, ben, est-ce que ces gens-là, j'ai posé la question même du patriotisme des leaders politiques congolais entre-temps. Et je vais étendre quand même la liste, même ceux-là qui ont eu à participer aux dernières élections. Denis Mukwege, qui la dernière fois était en Côte d'Ivoire pour participer au prix Félix Tshisekedi de la paix et autres. Moïse Katumbi, Fayoulou même, on ne sait plus s'il est au pays ou pas. Ce sont des gens, sont des leaders, mais ils ne se prononcent jamais sur la crise, sur ce qui arrive aux Congolais. Or, ce sont les pauvres populations qui sont tuées. Donc, à un moment donné, il faut se dire que ce sont les gens qui ne sont pas patriotiques et qui n'aiment pas véritablement leur peuple. Et c'est aux Congolais aujourd'hui de savoir que ces leaders-là n'en valent même pas la peine. Alors, Gabin Adjao, l'arrivée de Joseph Kabila, l'arrivée annoncée à Goma, n'est-il pas un élément en plus qui va alourdir son dossier au niveau de la justice? Et lui-même savait déjà que son dossier est déjà alourdi. Aujourd'hui, il ne peut plus se rendre nulle part au Congo que dans ces lieux où il a quand même la même mise. Et c'est Goma, Nord Kivu et autres là, c'est dans ces zones, Bukavu, c'est dans ces zones-là quand même qu'il a la même mise. Ce sont ces hommes qui sont là-bas. Donc aujourd'hui, il peut circuler librement dans ces zones-là. S'il décide d'aller dans une autre ville, ben, on va le prendre. Donc aujourd'hui, ça prouve à suffisance que c'est un monsieur qui est d'acquaintance avec ces groupes rebelles-là, c'est leur mentor, c'est leur soutien. Et ce qui est encore plus choquant, c'est que c'est un chef d'État. Quelqu'un qui doit être d'une certaine moralité, quelqu'un qui doit avoir une certaine crédibilité auprès des gens, c'est lui qui s'allie aujourd'hui avec des rebelles. Et peu importe ses raisons, rien ne justifie cela et personne ne peut le supporter dans ces errements-là. Donc moi, si dans ses propositions, il dit même que il faut arrêter la guerre et puis faire entrer les troupes là chez eux, les groupes rebelles, il faut les renvoyer chez eux parce qu'il y a des groupes rebelles qui ne sont pas véritablement congolais et tout. Bon, tout ça, là, comment lui l'a fait pour savoir tout ça? Moi, ça me posait un certain nombre de problèmes. Donc, à un moment donné, il faut dire que les Congolais souffrent des leaders qui ne sont pas vraiment des patriotes, qui ne les aiment pas et qui ne pensent qu'à eux-mêmes,
à des intérêts égoïstes et partisans. Alors, Daimou, l'arrivée de Joseph Kabila, arrivé annoncé à Goma, n'est-il pas un élément qui va beaucoup plus jouer contre lui, puisque on l'accuse justement de ces faits parce qu'il avait annoncé, ou bien il y avait eu une rumeur selon laquelle il viendrait en République démocratique du Congo à travers l'Est, et le voilà, d'une certaine manière, c'est confirmé qu'il est à Goma, annonce faite par les rebelles, qui annoncent, lui souhaitent la bienvenue sur la terre libérée de la République démocratique du Congo. N'est-ce pas un dossier, un élément qui va beaucoup plus jouer contre lui qu'il ne l'utilise aujourd'hui pour sa communication? Bien sûr, c'est automatiquement, ce sera automatiquement retenu contre lui. Vous savez, quand l'intégrité d'un pays est menacée par des terroristes ou des rebelles, toute personne qui tenterait d'une manière ou d'une autre de rentrer, en tout cas d'apporter son soutien d'une manière ou d'une autre à ces groupes est considérée comme complice. C'est-à-dire que sur le plan juridique, c'est automatique. Et aujourd'hui, lui qui se retrouve certainement à communiquer avec eux et à indirectement soutenir même l'action qu'ils ont fait, je pense que c'est très grave cette action, c'est très 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 grave, étant donné surtout que c'est un ancien président qui connaît les secrets d'État, donc ça va mettre vraiment en difficulté le pouvoir en place. Il a été pendant 18 ans le chef suprême des armées et aujourd'hui il se retrouve à avoir des liaisons avec des personnes qui combattent cette armée, ça va mettre en difficulté l'armée. Il a des secrets certainement qui pourraient mettre à disposition des rebelles et c'est très dangereux et en tout cas ça va être retenu contre lui. Et aujourd'hui, ce qui a été beaucoup plus choquant, c'est le fait que son arrivée soit officiellement annoncée par les rebelles et saluée surtout par les rebelles qui lui souhaitent la bienvenue sur une terre libérée. De façon indirecte, c'est une façon d'annoncer les liaisons entre eux. Et donc, que dire finalement? Joseph Kabila parle de cavale policière, de cavale politique. Son parti soutient la même chose pour le DPS. Le président congolais, l'ancien président, est bien complice de la situation. La meilleure des choses à faire, c'est peut-être de s'excuser ou carrément de ne pas parler. Vous savez, moi, les déclarations de Joseph Kabila, je les multiplie ces derniers temps par zéro parce que c'est quelqu'un qui n'arrive plus à me convaincre. Au début, je me dis, au moins, il va sortir de son silence et puis apporter quand même son soutien à Félix Tshisekedi et à l'armée surtout qui est en train de combattre sur le terrain. Mais bizarrement, toutes ces sorties pour moi ont été des sorties ratées, même s'il a essayé d'apporter quand même des propositions. Ce sont des propositions qui pour moi ne tiennent pas la route et le mec il pense toujours que il peut revenir à la tête du Congo, c'est ce qu'il est en train de préparer. Donc moi je pense que tout ce qu'il dit actuellement n'en vaut pas la peine. Et il va falloir que Félix Tshisekedi sache réellement ce qui est devant lui et essaie quand même de prendre quand même les mesures idoines et surtout la sortie quand même de Joseph Kabila et tout ça prouve à suffisance que les efforts des pays étrangers, des chefs d'État étrangers pour pouvoir apporter la paix au Congo est mis en péril. D'autant plus qu'à l'interne, les fils et filles même n'arrivent pas à se comprendre et puis se mettre les bâtons dans les roues pour des intérêts égoïstes. Sincèrement, il va falloir y réfléchir 1000 fois avant de penser qu'il y aura la paix du jour au lendemain au Congo parce que les vrais fils même du pays ne veulent pas la paix. Ils surfent juste sur l'instabilité du pays pour pouvoir venir au pouvoir. Daimou, quelque chose à ajouter? Non, moi je pense que la paix est nécessaire au Congo et donc pour que cette paix puisse aboutir, il faut que les acteurs internationaux, les présidents qui aujourd'hui luttent pour faire revenir la paix au Congo puissent faire asseoir les deux leaders. D'un côté Joseph Kabila, de l'autre côté Félix Tshisekedi, sur une table de discussion pour vraiment véritablement trouver des solutions. Aujourd'hui, les deux parties, en tout cas tout le monde sait ce qu'il faut. Il faut que la coalition entre les deux revienne, que les discussions reprennent entre les deux et le Congo trouvera sa solution. Les deux ensemble, ça rendra le Congo beaucoup plus fort pour pouvoir
combattre la guerre. Mais aujourd'hui, pour des intérêts partisans et politiques, malheureusement, les relations sont tendues entre eux et j'espère que les négociateurs et les médiateurs trouveront des solutions pour qu'on puisse véritablement réinstaurer la paix dans ce Congo. Voilà. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.